Salut, c'est Franck Taluto. Ce mois-ci, je vous propose de prendre des nouvelles d'un international français formé à l'AS Saint-Etienne. Depuis l'Allemagne, qu'il a rejoint il y a bientôt 7 ans, Joshua Guilavogui revient sur ses années de formation à l'ETRA, l'importance de Bafé Gomis dans son parcours, son intégration chez les pros et sa progression linéaire. Dessous de verre numéro 21, épisode 1, ça commence maintenant. Salut Joshua. Salut Franck. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors je suis très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce que tu fais partie des personnes vraiment, je le dis sans problème, que j'ai apprécié de côtoyer dans le monde du foot. Et je t'ai proposé de venir discuter de ton parcours, alors de tes années à Saint-Étienne évidemment pour commencer aujourd'hui, et puis l'Atlético, Wolfsburg et ton avenir, ça sera plutôt pour l'épisode 2. Le premier épisode justement de ce podcast, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, sera en ligne à partir du 12 avril. Si je te ramène dans le passé et que je te dis 13 avril 2014, est-ce que tu vois où je veux en venir ? Le 13 avril 2013 2014, non. 2014. 2014. Oh. Ton dernier match sous le maillot vert à Reims. Ah, c'est pour ça que je t'avais dit justement 2013. Parce que je sais qu'en avril 2013, c'est là où on a gagné la Coupe de la Ligue. Et après, c'était mon dernier match. Donc, c'était à Reims peut-être. Voilà, à Reims, quand je me suis fait blesser. Ouais, exactement. C'est ta dernière image qu'on a de toi sous le maillot vert. Tu gardes quel souvenir de cette journée-là, toi ? Ah, c'était vraiment compliqué parce que je sortais, bon, comme tu as dit, ça sera sur l'épisode 2 qu'on parlera de l'Atlético, mais je sortais de 6 mois très compliqués à l'Atlético. J'étais bien revenu à Saint-Étienne, j'avais des bonnes sensations. Et là, je me blesse, donc c'est une blessure. En plus, je pense que la blessure, je l'ai fait tout au début du match et j'ai résisté jusqu'à la mi-temps. Je pense que je l'ai même aggravé, le fait de ne pas sortir directement, mais ça a été une désillusion parce que voilà, j'avais faim, j'avais les crocs. Je voulais prouver que ce qui m'était arrivé à l'Atlético, c'était pas que de ma faute. Et j'avais aussi un objectif dans ma tête, c'était de faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France au Brésil. Et à ce moment-là, quand je sens cette pointe derrière ma cuisse, je comprends que c'est fini. Ah, tu penses que ta saison est terminée ou tu avais un espoir quand même de pouvoir revenir ? Non, tu sais, je faisais pas souvent de blessures, on va dire de blessures musculaires. Donc à ce moment-là, j'ai su que c'était quelque chose d'important. C'est pour ça justement que j'ai continué. Parce que voilà, je voulais m'accrocher. Et tu sais, quand tu as un objectif derrière la tête, et surtout quand tu sors d'un moment où tu as été blessé et que tu as l'esprit revanchard. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était la jeunesse. Peut-être que si j'étais sorti plus tôt, j'aurais pu jouer à la fin de la saison. Je ne sais pas. Tu sais, avec des si, on peut refaire le monde. Mais j'ai senti quand même que c'était quelque chose d'important. En tout cas, c'était quoi qu'il en soit ton deuxième clap de fin avec l'AS Saint-Etienne, puisque tu étais prêté par l'Atlético où tu devais repartir. Je me souviens plus, est-ce que tu avais pu, dans les deux cas, que ce soit l'année avant ou celle-ci, faire tes adieux à Geoffroy Guichard ou pas ? Non, l'année d'avant, justement, j'étais parti le dernier jour du mercato, juste avant un rassemblement en équipe de France, donc j'avais pas pu dire au revoir aux supporters et après quand j'étais revenu, bon, j'étais même pas dans le groupe, je suis resté à Saint-Étienne, j'ai continué à suivre mes coéquipiers justement qui avaient joué une très grande saison. Je pense qu'à la fin, ils ont terminé 5e si je me trompe. Et donc après on était allé sur le terrain pour fêter ça avec les supporters, mais c'était pas l'adieu rêvé, mais bon, j'ai eu quand même mon petit moment quand je suis revenu l'année dernière, il me semble au mois d'octobre, quand on a joué avec VfL Wolfsburg contre Saint-Étienne en Europa League. Oui, j'allais y venir justement, tu es revenu depuis ton départ 2 fois. La première, c'était avec l'équipe de France, on en parlera juste derrière. Et la deuxième, donc, c'était avec Wolfsburg pour ce match de Ligue Europa, qui avait, j'imagine, encore plus de saveur, puisque en face, c'était Saint-Etienne. Tu te rappelles de cette journée ? Est-ce que tu as retrouvé des choses, des personnes que tu connaissais ? Oui. Déjà, j'ai été très bien accueilli à l'aéroport.
Ensuite, on est parti à l'hôtel du golf. Donc, c'est là, à l'époque, avant de faire nos mises au vert au centre, on faisait les mises au vert là-bas. Donc, j'ai eu beaucoup, plein de souvenirs. Ensuite, j'ai eu ma famille qui est venue me voir parce il me semble que j'avais acheté plus d'une cinquantaine de tickets. Donc, ça a été un grand moment, même la veille. La veille du match, quand tu viens, parce que la veille du match, donc tu t'entraînes à Geoffroy Guichard. Donc, c'est sûr que ça avait un parfum particulier. Est-ce que tu es arrivé à faire ton match comme d'habitude ou c'était vraiment particulier pour toi? Non, ça a été particulier. Je pense que c'était surtout l'avant-match qui a été particulier parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas pu vraiment me concentrer. Il y avait ma famille, donc j'ai dû organiser les tickets. J'ai parlé avec pas mal de personnes et tout. Donc, c'est allé très, très vite. Ça allait vraiment très, très vite. Tu as pu échanger avec le public stéphanois, ce qui n'avait pas forcément été possible les fois d'avant? Oui, bon, c'était comme j'ai dit, ça allait extrêmement vite parce que tu vois, quand tu joues en Europa League, après, il faut prendre l'avion, il faut repartir. Donc, j'aurais vraiment voulu avoir mes petits jours de libre pour pouvoir prendre le temps après le match parce que j'avais ma famille qui m'attendait dans les loges. J'avais ma fille qui était venue, donc ma fille, elle n'avait jamais connu Geoffroy Guichard. Mon fils aussi, qui est né en Allemagne, donc tu vois, c'était quand même une histoire un peu particulière. Ça me faisait vraiment, vraiment chaud au cœur. J'avais ma grand-mère aussi qui était là. Donc j'avais beaucoup de personnes. Donc peut-être que j'ai un peu tout bâclé, mais c'était quand même un moment assez intense. Tu as pu profiter quand même, malgré tout, avec le recul? Pas aussi longtemps que je l'aurais voulu, mais ça a été quand même un des plus beaux moments dans ma carrière. Il y en a un autre dont je parlais tout à l'heure et qu'on va évoquer maintenant, c'est ton premier retour à Geoffroy Guichard. Cette fois, c'était avec l'équipe de France, France-Danemark 2015. Et c'était un vrai match pour anciens Stéphanois, puisque donc Stéphane Ruffier, Benoît Tremoulinas et Dimitri Payet étaient titulaires. Toi, Blaise Matuidi et Kurt Zouma étiez entrés en jeu. C'était très spécial. Oui, c'était un peu pour tout le monde, tu vois. C'était Kurt et moi, nous sommes formés à Saint-Etienne. Ensuite, il y a d'autres joueurs, comme tu as dit, Ruff ou Blaise, qui eux aussi ont marqué l'histoire de Saint-Etienne avec Dimitri. Donc, c'était un petit moment, un vrai moment sympa, mais c'était pas assez particulier parce qu'on était beaucoup. Et moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir revenir et d'avoir mon moment spécial avec les supporters que à moi. Ce soir-là, il manquait peut-être un Stéphanois dans cette équipe de France. Est-ce que tu vois à qui je pense? Ah bah oui, c'est notre capitaine, non? Exactement, Loïc Perrin. Oui. Tu te rends compte, regarde, il joue même plus au foot, je l'appelle encore mon capitaine. Ben justement, il est jamais rentré, c'est ce qui est un peu malheureux, parce qu'il a fait 400 rassemblements et n'a jamais eu cette chance d'avoir une sélection. Je pose la question à tous ces anciens coéquipiers que j'ai à ce micro. Est-ce que tu as suivi sa fin de carrière et ce dernier match contre le Paris Saint-Germain? Oui, c'était la finale de Coupe de France, non? Ou Coupe de la Ligue? Coupe de France? Voilà, ouais, tu sais, des fois, les adieux, ils ne se passent pas comme nous l'avons prévu. Moi, j'aurais voulu avoir cet adieu-là avec les supporters, avoir un moment, mais on peut pas juger sa fin de carrière juste à un match. Loïc, qui représente tellement de choses pour Saint-Etienne, pour le club, pour la ville. Donc, peut-être que c'était comme ça qu'il fallait qu'il parte. On ne sait pas. C'est vrai qu'on aurait voulu qu'il parte avec un titre. Mais quand tu regardes son parcours, la fidélité du joueur et surtout ce qu'il a amené. La dernière fois, en plus, je suivais le compte Twitter de Saint-Etienne et je me rappelle, j'avais vu il sauve un ballon à la 89e et 2 minutes plus tard, dans le temps additionnel, il fait le but égalisateur. Donc ça, c'est ce qui résume Loïc, c'est le capitaine courage. Et je pense que, en tout cas pour moi, il a marqué notre génération parce qu'il nous a accueillis en tant que allez, début de notre vie d'adulte et il nous a montré la voie. Tu lui vois quel avenir maintenant? Il a été consultant un petit moment pour Téléfoot. Aujourd'hui, il a l'air de se reconvertir pour travailler au club. Tu lui vois quel avenir? Moi, je pense qu'il faut... Tu sais, c'est ce qu'il se passe, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, ils font très bien on va dire, cette passerelle entre joueurs emblématiques du club et ensuite une fonction dans le club, que ce soit directeur sportif, ambassadeur ou conseiller du président ou même dans le staff. Et je pense qu'en France, c'est un peu dommage parce que les joueurs qui ont marqué de leur empreinte
un tel club, il devrait avoir un peu plus de reconnaissance. Après, je suis pas en train de juger, je connais pas les aboutissements, Bien sûr. mais j'avais vu que Loïc, il était à Téléfoot, mais il faut qu'il intègre l'organigramme du club. Ça, c'est sûr et certain. Ce que tu décris en France, on l'associe souvent au Bayern, mais c'est valable pour d'autres clubs allemands? Oui, beaucoup de clubs. La plupart des joueurs qui ont fait une grande carrière dans un club ou qui ont fait une grande carrière en Allemagne, ils retrouvent directement un poste dans un des clubs de Bundesliga. On peut dire, regarde, quand tu regardes au Bayern de Munich, chez nous, il y a Marcel Schäfer qui a joué, je pense qu'il a été champion avec le VfL, c'était en 2009, et il a joué jusqu'en 2017-2018. On a aussi gagné ensemble la Coupe d'Allemagne. Donc maintenant, il est directeur sportif. Par exemple, à Francfort, tu as Bobic qui était aussi directeur du club. T'as aussi à Dortmund, Heller, il est aussi directeur sportif. Arne Friedrich à Berlin. Donc, comme je t'ai dit, ça fait partie de la culture. La personne qui a tout donné pour le club en tant que joueur, il fait partie de l'ADN du club, donc il faut qu'il représente et c'est quelqu'un de très important. Je voudrais maintenant qu'on se replonge dans tes débuts. Ton premier match en pro sous le maillot vert, c'était à Bordeaux en Coupe de France début 2009, sous les ordres alors d'Alain Perrin. Est-ce que tu te souviens des jours précédents ou peut-être du jour même, comment tu apprends que tu étais dans le groupe? Est-ce que ça t'était déjà arrivé avant? Non, avec Alain Perrin, j'avais pas une très très bonne relation justement. Je pense qu'il avait pas trop confiance en moi. Donc, à l'époque, j'étais déjà en équipe de France. J'ai été un des seuls du centre à être en équipe de France avec Manu Rivière. Et donc, Manu s'entraînait déjà avec les pros. Et moi, on me mettait un peu des bâtons dans les roues. On me disait d'attendre, qu'il y avait des joueurs plus importants et que le club comptait aussi sur d'autres joueurs. Donc, il me semble que j'étais monté, c'était par rapport à peut-être à des suspendus où il avait voulu faire tourner parce qu'à l'époque, le club ne jouait pas une très très bonne saison. Donc j'étais monté et j'étais rentré à la fin. Et énorme clin d'œil du dessin, je suis rentré à la place de Baffé. Et par contre, j'avais pas touché le ballon. Donc c'était un peu amer quand même. Cette première entrée, alors même sans toucher le ballon, qu'est-ce que ça représentait pour l'espoir que tu étais? Est-ce que c'était un aboutissement de commencer à toucher du doigt ton rêve, ou c'était vraiment, tu disais, ouais, j'arrive sur une étape importante, c'est vraiment le début des choses? Non, justement, j'étais frustré. Tout le monde m'avait félicité, mon père aussi, mais je lui dis, papa, j'ai joué en pro, ouais, j'ai joué une minute et j'ai pas touché de ballon. Donc non, non, pour moi c'est pas les débuts que je m'étais imaginé. Donc comme je t'ai dit, j'étais content, mais j'avais plutôt l'impression de voir le verre à moitié vide. De façon un peu plus large, tu gardes quoi de tes années de formation à Saint-Étienne? Que ce soit des souvenirs de matchs, des coachs, des amitiés en particulier? Oh, ouais, des coachs énormément parce que ils m'ont beaucoup aidé. Parce que je me rappelle lorsque j'étais arrivé, j'avais la chance que Patrick Revel était là, un ancien aussi un ancien vert et c'était un Toulonnais. Donc je me rappelle quand quand j'étais libre, quand j'avais les vacances, je repartais avec lui, on montait dans sa voiture et il me ramenait jusqu'à Toulon. Donc c'était une très grande chance pour moi de l'avoir. Ensuite, j'ai eu David Guillon avec qui j'ai encore un très bon contact maintenant et qu'on on échange de temps en temps. Et d'ailleurs, je suis très content pour ce qu'il est en train de faire avec Reims. Et pour finir, Abdel Bouazama, en centre de formation, qui m'a fait franchir encore une plus belle étape parce que c'est grâce à lui que j'ai intégré l'équipe de France. L'équipe de France, à l'époque, c'était moins de 18. Donc, ces trois coachs-là, ces trois premiers coachs m'ont vraiment aidé à avoir, oui, à avoir ma carrière de professionnel parce que, comme je t'ai dit, à l'époque, à un moment donné, le club, il comptait pas vraiment sur moi. Et c'est lui qui avait insisté pour, à l'époque, me faire signer un contrat élite. Donc, qui m'assurait d'être pro. Le club ne voulait que me donner un contrat stagiaire. Et lui, il a insisté, il s'est battu pour que j'ai ce contrat élite. D'accord. Le coach Abdel Bouazama, beaucoup en parlait sur le coup comme quelqu'un de très dur, de très exigeant, mais tout le monde est assez unanime derrière pour dire que c'est quelqu'un qui a compté dans leur parcours. Quel regard tu as sur le fait de l'avoir côtoyé au quotidien? Est-ce qu'il attendait de vous? Comme tu as dit, très, très, très exigeant sur l'investissement,
la qualité technique, sur la tactique aussi. Et ça a été, je pense que ça a été un moment donné où ça a été très important parce que quand tu es en centre de formation, donc tu es encore adolescent, donc tu te façonnes. Et tu as besoin un peu de cette adversité, de cette exigence pour pouvoir justement aborder le monde professionnel parce que le monde professionnel, c'est vrai que c'est bien d'être pro, mais c'est qu'une étape. Après, il faut jouer, il faut avoir du temps de jeu, il faut être bon, il faut performer. Donc, si t'es pas prêt déjà en centre de formation à te mettre mentalement dans oui, dans cet aspect-là où il faut, voilà, c'est le travail. C'est plus, on joue plus juste au ballon pour se faire plaisir avec les potes et tout. Non, là, on fait quelque chose pour que ça devienne notre métier. Et je pense que c'est vraiment avec lui qu'on a compris que voilà, si on va être pro, il va falloir mettre cet engagement, cette rigueur dans le travail au quotidien pour pouvoir réussir. Un centre de formation, c'est très particulier parce qu'il y a de l'amitié évidemment, mais il y a aussi de la compétition entre tous les pensionnaires. Et tu parlais de Baffé tout à l'heure, tu as souvent dit que toi, il t'avait beaucoup aidé parce qu'il était aussi originaire du Var, donc quand tu es arrivé à l'ETRA. Est-ce que toi aussi, ensuite, tu as joué ce rôle de grand frère pour d'autres? Alors, je parle même pas de ton propre frère qui a passé, je crois, une saison à Saint-Etienne et Mhm. qui est aujourd'hui au PFC en Ligue 2. Bafé, c'est plus que le Var parce on est du même quartier à Toulon. Et donc Bafé et moi, nous avons 5 ans d'écart. Moi, je suis né en 90, lui en 85. Donc lui, il a plus côtoyé en fait mes oncles. D'accord. Et ses frères étaient amis avec mes oncles. Et j'ai choisi Saint-Étienne justement parce qu'il y avait Bafé. Je me rappelle que mes parents, c'était important pour eux que lorsque moi je suis le premier, donc j'étais pas l'espoir de la famille, mais bon, ils voulaient que je réalise mon rêve d'être footballeur professionnel et ils pensaient et ils ont eu raison que le fait que Bafé soit là, il aurait pu m'aider, il aurait pu aussi être ce lien un peu familial qui nous manque à tous lorsqu'on arrive dans un centre de formation. Et à l'heure d'aujourd'hui, comme je suis encore resté très très proche de Bafé, nos femmes sont de très bonnes amies et je le remercierai toujours parce il m'a apporté ce lien affectif, mais aussi il m'a montré qu'est-ce que c'est d'être footballeur professionnel. Et pour Bafé, ça n'a pas été simple non plus. Et quand je suis arrivé, je me rappelle, c'était en août. En août, il me semble que c'était le 6 août, c'est le jour de son anniversaire, et il revenait de prêt à Troyes. Donc à Troyes, il avait été prêté en Ligue 2, il revenait, et il n'était pas encore vraiment, il était sport du club, mais lui aussi, on comptait pas vraiment sur lui. À l'époque, c'était Frédéric Piquion qui était devant lui, donc je le voyais qui restait à la fin des entraînements, il bossait, il était devant le but, il faisait pas mal d'exercices, et je me suis dit, oh, même si lui qui est pro, il doit faire autant, donc moi, je dois pas faire moins. Si je fais pas moins, je pourrais pas y arriver. Et je le remercie parce que je me rappelle aussi pour ma première rentrée, on va à l'époque, c'était à Auchan-Villard, donc au centre commercial de Champ-Villard, et on passe à Ashlanders et il m'achète des jeans, il m'achète une tenue pour ma rentrée. Donc tu vois, c'est des trucs que je te parle il y a 15 ans en arrière. Et c'est des petites attentions qui ont fait que ça a été mon grand frère ou quand j'allais le voir, et quand il rentrait, je me rappelle le dimanche, on avait libre, donc on pouvait rester un peu plus longtemps dehors. J'allais chez Baffé et on regardait l'émission. Je le voyais, j'ai dit, mais ça te fait quoi de te voir à la télé? Donc lui me répondait, il me dit, bah, Joss, tu verras, toi aussi, un jour, ça va te le faire et tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce qu'il m'a, tu sais, quand tu rentres dans un temps de formation, tu as le rêve d'être pro, mais c'est difficile de le toucher du doigt parce il y a beaucoup d'étapes. Tu es en moins de 15, après faut passer en 16 nationaux, faut passer en 18, faut passer en réserve, après il faut aller en pro. Donc c'est court, mais c'est aussi très loin. Et le fait que Bafi soit là, j'ai pu côtoyer un peu ce monde pro et c'est ça qui m'a vraiment envie de donner envie d'être professionnel. Est-ce que toi, à ton tour, tu t'es comporté aussi comme ça pour d'autres jeunes qui arrivaient derrière? Oui, justement, j'ai une très, très, très belle relation avec Josué Albert qui évolue aujourd'hui à Clermont. Donc, je l'ai rencontré. Regarde, moi, je m'appelle Josué, lui, il s'appelle Josué. Donc, c'est encore un beau clin d'œil du destin. Mais bon, c'était lui en particulier. Mais après, j'ai toujours eu un peu ce rôle de grand frère où je m'entendais très bien avec les plus jeunes que moi, aussi ceux de mon âge. Parce que voilà, on est de la même génération et ça forge beaucoup d'amitié. Mais à l'heure d'aujourd'hui, oui, si je dois te souhaiter quelqu'un avec qui j'ai eu ce rôle vraiment de grand frère, ça a été Josué Albert. On part en vacances ensemble. Nos femmes aussi sont très amies. Donc
c'est le centre, c'est Saint-Étienne qui m'a donné aussi cette belle fraternité. Après ton premier match à Bordeaux dont tu nous parlais tout à l'heure, il a fallu attendre près d'un an pour te revoir sur un terrain professionnel. Christophe Galtier était devenu l'entraîneur entre-temps. Comment est-ce qu'il t'a géré en tant que jeune joueur, voire espoir du club? Ben, on parlait des entraîneurs, donc comme on parle du centre de formation, je ne l'ai pas mentionné, mais à l'heure d'aujourd'hui, je dois aussi le remercier parce que, comme je t'ai dit, pour Santé et moi, ça a été une très très belle aventure, mais elle a très mal commencé aussi parce que on comptait pas sur moi. Comme je t'ai dit, c'est pas évident quand tu pars en sélection et que t'es le seul de ta catégorie à être en équipe de France et tu vois que les autres ils sont tous en train de jouer en pro ou s'entraîner en pro et moi je suis encore en CFA. Donc je me dis waouh, peut-être qu'il va falloir que je parte, c'est pas possible. Et je suis en train de pas toute l'avance parce que j'ai jamais été le meilleur, mais tout le travail que je suis en train que j'ai semé, tout ce que j'ai semé, ben j'en récolte pas les fruits, alors que les autres qui sont pas aussi meilleurs que moi j'étais titulaire en équipe de France et eux ils y étaient pas, mais ils s'entraînaient déjà en pro, ils avaient déjà un contrat pro. Donc je me disais peut-être que je dois aller chercher mon temps de jeu ailleurs. Et c'est lorsque Alain Perrin est parti que Christophe Galtier m'a fait monter, il m'a fait confiance, même si j'ai mis du temps avant de jouer parce que je me suis entraîné. J'ai intégré les pros au mois de janvier et j'ai fait ma première rentrée, je pense que c'était aussi au mois d'avril à Sochaux. À Sochaux, et après, j'ai fait ma première titularisation à Nice. Mais je sentais qu'il comptait vraiment sur moi. À l'entraînement, il me parlait beaucoup. Des fois, j'étais dans le groupe, mais je jouais avec la CFA le week-end. Donc, il m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et après, quand il a vu que j'étais prêt, ben, il m'a laissé. Au moment où on se parle, il est leader du championnat avec Lille. Est-ce que tu es Mhm. surpris de ce qu'il arrive à faire dans ce club-là? Non, 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 vraiment pas. Pas du tout parce que bah, je suis encore aussi en très bon terme avec lui. On s'échange des messages de temps en temps. Et je l'avais aussi félicité parce qu'il avait gagné le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1 aussi, l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais lorsque tu connais l'homme et l'entraîneur, c'est normal. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, Galtier, c'est le meilleur entraîneur français. Il est venu à Saint-Étienne, où le club traversait une période très compliquée. Il les a maintenus et ensuite, on a pratiquement toujours été dans le top 6. Il est allé à Lille, pareil. Il les a sauvés de la relégation. Et à l'heure d'aujourd'hui, il a fait, je pense, 2 fois la Ligue des Champions. Il a fait, et là, il se bat pour le titre. Donc, il faut reconnaître qu'il fait quelque chose de très bien. Et surtout qu'à Lille, c'est un projet où les joueurs ne restent pas. On vend toujours leurs meilleurs joueurs. Donc, on avait vendu Pépé, on a vendu Victor Osimhen, qui est aussi un petit frère à moi, qui a évolué avec moi à Wolfsburg. Donc, c'est franchement chapeau, monsieur. À saint il était souvent loué pour son management, pas forcément pour tout le reste, que ce soit les compétences tactiques ou autres. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il a Non, progressé c'est depuis faux. ou c'est qu'on le voyait moins à l'époque ici? Parce qu'il a une autorité et un charisme naturel. On a toujours pensé que ça va pas de mèche. On peut pas on est soit un entraîneur charismatique ou soit un technicien ou un tacticien. Et justement, je pense que Galtier a les deux. Je pense vraiment que Galtier a les deux parce que à l'époque, je sais pas si tu te rappelles quand on va gagner au Parc des Princes ou à Lyon ou au Parc des Princes et ça avait déjà l'air du KSI. Donc il faut le faire. Et ça, c'est pas que tu sais que toutes les équipes qui vont à Paris, on se dit tous le même discours. Allez les gars, on n'a rien à perdre, on va tout donner, tout ça. Mais si derrière tu n'as pas un vrai plan de jeu, tu gagnes pas ce match. Tu gagnes pas le derby. Ok, c'est vrai, le derby c'est plus à l'âme et au cœur. Mais comme j'ai dit, je pense que ça a été erroné et il est en train de le prouver parce que c'est pas juste aller dire allez les gars, on y va, que tu termines, que tu as de si bons résultats. Sinon, tout le monde sera entraîneur. Tous les préparateurs, une personne qui est préparateur mental, elle serait aussi entraîneur de football. De tes débuts jusqu'à ton premier départ en 2013, est-ce que tu es d'accord si je te dis que tu as eu une évolution assez progressive? Oui, oui, je suis d'accord. Bah, je me suis bonifié avec le temps, mais je pense que, comme j'ai dit, j'ai perdu un peu de temps en centre de formation, en CFA,
parce que le club aussi ne jouait pas une très bonne saison, donc c'est pas évident de sortir des jeunes à ce moment-là. On se battait pour le maintien. Et tu sais, ce que tu apprends en pro, tu peux pas l'apprendre en centre de formation. On peut te préparer, on peut te donner un bagage technique, tactique et physique, mais le vice des pros, la sensibilité, l'approche des matchs avec les supporters aussi, tu sais que le Chaudron, quand tu contrôles un ballon, allez, au stade Aimé Jacquet devant, allez, on va dire devant une centaine de supporters, et quand tu fais le même contrôle à Geoffroy Guichard où tu avais à l'époque un peu plus de 30 000, c'est pas la même chose. Et je pense que j'ai dû perdre un peu de temps, mais je l'ai vite rattrapé parce que j'étais très à l'écoute, et j'ai eu la chance d'avoir des joueurs autour de moi qui avaient pas mal d'expérience. Je te parle par exemple à mon poste, il y avait Blaise qui m'a beaucoup conseillé. Tu as le capitaine aussi qui m'avait beaucoup parlé. Donc ce sont des personnes, il y avait eu Gelson Fernandez aussi à l'époque. Donc ce sont des personnes qui ont réalisé une très grande carrière, et je me suis un peu inspiré d'eux. Et ça m'a aidé à me construire et à progresser. Je voudrais terminer ce premier épisode par une dernière partie sur ta dernière saison pleine 2012-2013 qui aussi collectivement a été majeure dans l'histoire du club. Collectivement parce que vous y avez une grosse équipe, il y a eu un titre au bout de la régularité. Tu as quelles images, quels souvenirs de cette période-là? Et je pense qu'avant tout, on était une bande de potes. Mais vraiment. Bon, tu sais, dans un vestiaire, il y a beaucoup de composants. Donc, on va dire, tu as les anciens, tu as ceux qui se trouvent entre les deux générations, tu as les jeunes, après, on va dire, t'as les Européens, tu as les étrangers. Et nous, je pense qu'on a eu, et je pense que c'est ça aussi où Galtier a été bon, c'est qu'il a réussi à fédérer vraiment un groupe. On venait au petit, je pense qu'on a été les premiers à déjeuner ensemble le matin. Après, je me rappelle, à l'époque, il y avait le clan, tu avais Jérémy Clément, Papy, tu avais Papy, tu avais Romain Mouma, avec aussi Loïc, La Brise, tout ça, ça jouait au tarot. Nous, on était là, on les chambrait, on mettait la musique. Donc, on était vraiment une bande de potes, et on avait plaisir à s'entraîner ensemble. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, parce que je pense que déjà, on avait beaucoup de talent offensivement. Je pense qu'on avait marqué aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Cette année-là, comme je t'ai dit, on va gagner à Paris. On fait match nul à Gerland, alors qu'on aurait pu gagner ce match-là. On fait vraiment une grosse, grosse, grosse saison. Et ça a été la cerise sur le gâteau, ça a été cette finale et cette victoire en Coupe de la Ligue. Je pense que j'oublierai jamais le moment où on a célébré tous ensemble dans la ville. Ça a été mon premier titre. Et tu sais, il y a des saisons comme ça où tu te dis, waouh, il y a tout qui passe. Moi, après, j'ai connu mes premières sélections en équipe de France A, donc ça a été vraiment un bon moment. Et je pense que ce qui nous a aussi fédérés, ça a été aussi la blessure de Jérémy Clément, quand il s'était blessé contre Nice, il me semble. C'est ça. Contre Nice, ouais. Contre Nice, il s'était blessé. Donc, et lui, il nous a accompagnés. Il restait toujours avec nous. Et à partir du moment où il avait ses béquilles, il venait toujours au match. Il était dans le vestiaire. Donc, ça transmet un état d'esprit, et c'est ça qui a fait la différence, parce que Rennes aussi avait une très bonne équipe, et à la fin, le match, on le gagne que 1-0. C'est pas comme si on était super dominant où tu dis non, c'est complètement mérité, mais on avait ce brin d'âme en plus qui a fait la différence. Le milieu de terrain qui était riche en qualité, en quantité, je vais y revenir juste après, mais sur l'aspect groupe homogène, solidaire, est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé par la suite? C'est quelque chose que j'ai eu et que j'ai en ce moment aussi à Wolfsburg. À Wolfsburg, ben pareil. Maintenant, c'est bizarre parce qu'à l'époque, j'étais le jeune qui faisait un peu les conneries. Maintenant, c'est moi, je suis l'un des plus vieux au vestiaire. Et j'avais croisé, ben à l'époque, il y a 2, 3 semaines, on a joué contre Leipzig, et j'ai Upamecano qui m'appelle vieux père. Tu vois, vieux père, c'est une expression pour dire oh, le papy. Et ça, c'est ce que je disais justement aux joueurs qui avaient la trentaine. Donc, ouais, ça fait bizarre de voir passer le flambeau comme ça. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté du football. C'est que au fur et à mesure, ah ben, tu prends de l'âge et tu vois de nouveaux joueurs éclore. Et mais toi aussi, il faut essayer de rester dans le coup, rester le plus longtemps possible. J'ai que 30 ans aussi. Mais ouais, ça a été un bon groupe. Je pense que ça a été une belle alchimie entre des joueurs qui étaient capables de faire de la différence, par exemple, comme Obama. Tu avais Yohan Molo, tu avais aussi Romain Amouma, mais tu avais aussi après
on va dire, des ouvriers, comme par exemple Brandao qui donnait énormément. Je me rappelle, il sortait à l'entraînement que le jeudi, mais en match, il te courait des 12-13 kilomètres. C'était le premier à faire le pressing. T'avais Papy aussi qui donnait. T'avais Clément, t'avais moi, t'avais Loïc Perrin. T'avais des jeunes aussi qui sortaient du centre de formation comme moi, euh, Fauzi ou Kurt. T'avais Bayal. Tu vois, donc t'avais vraiment, quand tu regardes bien, on avait vraiment une très grosse équipe. Et ce qui ne trompe pas, c'est que beaucoup étaient ou sont devenus par la suite internationaux. Voilà, donc et comme je t'ai dit, c'est aussi la fierté de la SSE parce que lorsque tu regardes bien, ils sont allés chercher Obama. Obama, il sortait des saisons compliquées, il était toujours en prêt, que ce soit à Monaco, à Lille, il vient, il stabilise et il reste à Saint-Étienne, il marque beaucoup de buts. Tu avais Molo aussi qui était un peu en train de bourlinguer à droite à gauche, il vient, il se pose et il fait une grosse saison. Donc, je pense que ça a été le départ ouais, une ascendance pour le club de Saint-Étienne. Est-ce que cette année-là, elle a été importante dans ta progression de toi personnelle, puisque au milieu, je vais dire ça de tête, j'espère oublier personne, mais entre Fabien Lemoine, Renaud Coad, Jérémy Clément, il y avait eu aussi Mathieu Bodmer et toi, c'était quand même 5 pour 3 places et il y avait une jolie petite concurrence quand même, le niveau était élevé. Ben justement, c'est parce qu'il y a cette concurrence-là qu'on a réussi à réaliser une grosse saison. Je pense qu'on avait à peu près tous plus ou moins le même temps de jeu. Et c'est ça aussi que on en revient aussi aux qualités de Galtier, c'est que tous, bon, c'est sûr qu'il y avait des états d'âme, mais on faisait tout pour le collectif. Et après, c'est sûr que lorsque Jérémy Clément s'est blessé, moi, je suis passé en tant que 6 devant la défense, alors qu'à l'époque, j'étais plutôt un box-to-box. Et c'est ça qui m'a permis aussi, je pense, d'exploiter le mieux mes qualités. Je m'en rappelle après, lorsqu'il se blesse, après, on joue peut-être à Rennes et ça se passe pas très bien pour moi. J'ai du mal et tout. Et le coach me fait confiance et on fait pas mal de travail vidéo aussi avec Blachon. Et après, je commence à prendre mes aises et c'est là où j'ai atteint, je pense, mon meilleur niveau. Quand on résume de mon temps à Saint-Etienne, je pense que ça a été là mon meilleur niveau, ça a été en tant que 6 devant la défense. Tous ces coéquipiers que tu m'as cités, est-ce que vous arrivez à rester en contact? Alors peut-être pas vous voir parce que chacun a des calendriers bien chargés, j'imagine, mais au moins à échanger de temps en temps? Oui, plus ou moins, tu sais, maintenant aussi avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Tu suis un peu l'activité, dès que tu postes, tu vois qui c'est qui a liké ou tu vois qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là, je te parle de ça. Hier, j'ai échangé avec Jérémy Clément, ça faisait un moment que j'avais pas discuté avec lui. Avec le Capito, on parle toujours de temps en temps. J'ai des nouvelles de Jesse. Donc, ouais, ce sont des bons moments. Bon, après, les jeunes de notre génération aussi, on se suit tous avec Snap, Obama, Kurt, Johan, tout ça. On a toujours une très belle relation. Quand vous arrivez à discuter, c'est quoi? C'est un peu des souvenirs d'anciens combattants, je vais dire, ou c'est plus vraiment, voilà, il y a une amitié profonde et c'est de prendre des nouvelles des uns, des familles Non, et c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. On parle un peu de tout. Maintenant, la plupart de nous, on a des enfants, donc on parle un peu de ça aussi. On essaie de suivre vos carrières. J'ai vu le match de Kurt contre l'Atlético, donc on se suit tous plus ou moins. Il y avait aussi Gradel. J'avais oublié de mentionner Gradel aussi était là et l'année qui a suivi, il a mis 17 buts. Tu vois, donc et lui aussi, c'est quelqu'un, quand tu rentres dans un vestiaire, il t'illumine ta journée parce qu'il te raconte tellement d'anecdotes que tu fais que rigoler. Donc, comme je t'ai dit, je pense que on a, ré- et je pense que les supporters, ils gardent ça aussi en tête, c'est qu'on était vraiment une bande de potes et ça s'est vu sur le terrain. On était une équipe qui lâchait rien et ce sont les valeurs que la SSE nous ont inculquées. On approche de la fin tout doucement de cette première partie. De façon générale, si je te demandais de ressortir tes grands moments en vert, alors le vert de Saint-Etienne, puisque tu joues toujours en vert aujourd'hui, Ouais, mais qu'est-ce que tu retiendrais de tes années ici à Saint-Etienne? le centre de formation, une globalité parce que tu sais, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment difficile. Vraiment, le fait de s'adapter à ce rythme école, entraînement. Après, des fois, tu repartais à l'école et tu revenais t'entraîner. Donc, c'était pas facile, mais on était une bande de potes. Et ça te forge parce que tu es en pleine construction, tu es un adolescent, donc tu as un manque de repères.
Et donc le centre de formation, franchement, ça a été un très très bon moment et je suis encore très ami avec. J'ai pas mal de nouvelles de personnes qui étaient en centre de formation avec moi aussi. Ensuite, je dirais ma première rentrée, mais celle contre Sochaux, parce que là, je suis rentré en première mi-temps, je me rappelle. En première mi-temps, je pense que c'était Mohamedou Dabo qui se blesse. Blaise passe arrière gauche et moi, je joue en 6. Donc, ça a été ça. Le derby, forcément. Le derby, quand j'ai eu la chance d'en gagner 2 et malheureusement 2 fois à Gerland. Malheureusement, oui et non, parce que c'est bon de gagner aussi à Gerland. La finale de la Coupe de la Ligue, ouais, ça reste. Et voilà, ouais, je dirais ces 3 moments-là. Dernière question, Joshua, avant de te libérer. Aujourd'hui, donc, tu as passé la trentaine. Quand tu te retournes sur ta vie de footballeur, ta vie d'homme, est-ce que Saint-Etienne a une place particulière dans ton cœur ? Oui, forcément. Tu sais qu'à la base, il faut savoir qu'à Saint-Etienne, j'étais venu faire des essais à l'époque. Je pense que j'avais 14 ans. Et il faisait tellement froid. Donc, moi, tu t'imagines à Toulon, où j'ai jamais vu la neige, où tu t'entraînes toujours en short et dès qu'il fait 10 degrés, tout le monde met les gants, il fait super froid. J'étais venu fin d'automne, il me semble. Il faisait vraiment très, 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 très froid. Et j'avais oublié mes gants en vestiaire. Et j'avais eu peur, où j'étais timide, je voulais pas demander au coach à l'époque de me laisser rentrer au vestiaire pour mettre mes gants. Donc j'avais été très mauvais, j'avais pas bougé, je jouais que sur place, je jouais que à une touche et j'avais été refusé. Et quelques temps après, j'ai été revenu avec la sélection nationale de Méditerranée à l'époque et pour jouer la Ligue nationale, pardon. J'étais avec la Ligue Méditerranée et David Guillaume m'avait repéré. Donc, je pense que, tu vois, je t'ai dit, c'est un signe, c'est que Saint et moi, ben voilà, même si au premier coup, ça n'a pas marché, même si après, plus tard, j'ai eu pas mal de problèmes quand j'étais à la fin pour passer cette passerelle entre la CFA et le monde pro, ce qui devait arriver est arrivé et je pense que ça a été dans ma carrière un tremplin et je remercierai toujours la SSE de m'avoir permis de réaliser mon rêve d'être footballeur professionnel. Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Joshua Guilavogui. Si ça vous a plu, je vous encourage à partager le lien du podcast à vos proches sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour continuer la discussion, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Écrivez-moi aussi à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le 26 avril pour l'épisode 2. Ciao!